Bonsoir Abidjan, bonsoir Lomé, bonsoir Tunis, Bamako, Ouagadougou, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et Radio Avoleté, la voix de la résistance africaine et togolaise. Il y a un dessin criminel préparé depuis le début de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. L'objectif, c'est qu'à travers ces vagues successives d'immigration irrégulière, on cherche à transformer la Tunisie en un pays purement africain qui n'appartiendrait plus au monde arabo-musulman. Amis panafricains, c'est choquant. Eh bien, ces propos tenus par Kaïs Saïd, le président tunisien, il y a quelques jours, a choqué surtout le monde africain. Docteur Boga Sako Gervais, bonsoir. Bonsoir, cher ami Sylvain Amos. Merci de nous accompagner en ligne depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y a un dessin criminel préparé depuis le début de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. L'objectif, c'est qu'à travers ces vagues successives d'immigration irrégulière, on cherche à transformer la Tunisie en un pays purement africain qui n'appartiendrait plus au monde arabo-musulman. Eh bien, ces propos tenus par le président Kaïs Saïd, président tunisien d'ailleurs, lors d'une réunion du Conseil supérieur de la sécurité nationale axée sur l'immigration irrégulière des Africains subsahariennes en Tunisie, a suscité colère et indignation au sein de la diaspora africaine, tout comme les Africains qui sont encore en Afrique, surtout. Alors, Dr Boga Sako, vous en tant que panafricain et défenseur des droits de l'homme, comment expliquez-vous ces propos dira-t-on raciste du président tunisien? D'abord, merci beaucoup à la radio Avoleté de me recevoir ce soir. J'accepte, comme toujours, de faire cette émission sur un ton de gravité parce que le contexte qui prévaut sur le continent africain en général et particulièrement du côté de l'Afrique du Nord, l'Afrique maghrébine, est très alarmant, parce que voyez-vous, les propos que vous venez de citer ne viennent pas de n'importe qui. C'est un chef d'État, président d'une république. Cela veut dire que sa parole engage tout un pays. Et on n'est pas surpris de ce qui se passe sur le continent, mais particulièrement ce qui se passe en Tunisie. Les Africains noirs, subsahariens, sont traqués, pourchassés, retrouvés dans les maisons, massacrés, chassés de leur domicile, chassés des emplois. Dans la rue, ils se terrent, ils se cachent. Mais parce qu'il y a un président de la République qui a prêté le flanc. Et donc la population, parfois qui ne sait pas tout, se jette dans les propos et, allez, massacre qui veut. Je suis choqué parce que je suis militant des droits de l'homme. Je suis choqué parce que je suis africain. Et l'Afrique a évolué. Et le monde a évolué. Peut-être que M. Saïd ne le sait plus, alors qu'il est quand même un juriste. Je suis choqué. Et donc, ma présence sur cette radio aujourd'hui, radio panafricaine, radio mondiale, depuis la Suisse, c'est pour dire que l'Afrique du XXIe siècle ne ressemble pas à celle que vient de décrire le président tunisien. Tout à fait. Le bilan est énorme. Le bilan est énorme et je suis là pour qu'on puisse en parler. Tout à fait. Alors, docteur Boga Sako, on comprend votre frustration, on comprend votre colère en tant que panafricain, en tant qu'Africain. Alors, des organisations de la société civile tunisienne ont dénoncé ces propos racistes du président tunisien, mais il est important de rappeler ceci. Justement, Saïd Kaïs est arrivé au pouvoir grâce à une révolution populaire porteuse d'un nouvel ordre sociopolitique. La Tunisie s'est muée en une autocratie, parlement supprimé, justice sous ordre, les corps intermédiaires bâillonnés, la liberté d'expression et de presse entravée. Alors, docteur Boga Sako, vous êtes bien informé de la situation politique en Afrique. La Tunisie, c'est un pays de l'Afrique, même si on parle de pays maghrébins. Dira-t-on, est-ce que le peuple tunisien révolutionnaire est-il toujours avec son président? Je suis d'autant choqué que c'est depuis 1956, si mes chiffres sont bons, que la Tunisie a signé la Charte des Nations Unies. Cela veut dire que la Tunisie ne se définit plus comme un pays isolé. La Tunisie est rentrée dans le Conseil des Nations.
le monde dans lequel nous nous trouvons a des principes et a des règles. Il y a des règles qui sont définies, il y a des principes qui sont définis. Vous savez, en tant que militants des droits de l'homme, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples qui définit clairement qui protège les droits de l'homme. Et l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. » Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont pratiquement des crimes commis par les populations tunisiennes sur les autres populations étrangères dans le pays. Et donc, ce que je veux dire au président tunisien, c'est que le monde aujourd'hui a évolué et le monde s'est fixé des règles. Lorsqu'un pays, quoique souverain, intègre le Conseil des Nations, il se met au diapason. Et mieux, à côté de la Déclaration universelle, mais quand même depuis 1981, l'Afrique a adopté une charte qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Depuis 1981 en Nairobi au Kenya. C'est là-bas qu'on a signé ce texte-là. Et les principes sont clairs. Je veux dire en clair que, cher ami, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne ressemble pas à une Afrique unie. On a créé même l'unité africaine à travers l'Union africaine. M. Saïd se met au diapason, c'est pour cela que je crois qu'on en parlera, mais la réaction de l'Union africaine nous laisse à désirer, quoi. D'accord. Alors, je viens de relever, il y a quand même, on ne peut pas mélanger tout le monde dans un même panier, si on ose le dire. Ce ne sont pas tous les Tunisiens qui sont d'accord avec ce président autocratique. Donc, pour certains Tunisiens, donc, il n'y a même pas de liberté d'expression. Et je l'ai dit tantôt, la société civile tunisienne a dénoncé ces propos racistes du président tunisien. C'est vrai, non, je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même une instrumentalisation. Parce que lorsque les gens... Vous savez, cher ami, j'ai la chance d'avoir en Tunisie un représentant de la FIDO, la Fondation des droits de l'homme, voilà, qui est basé là-bas, M. Henri Serissoka. Aujourd'hui, il est, Dieu merci, hier seulement, à la veille de cette émission, il est retourné en Côte d'Ivoire. À 5 h du matin, il a pu regagner le territoire ivoirien. Donc, il a pu raconter ce qu'il a vécu, ce que vivent d'autres Africains. Exact. Et moi-même, ils m'ont invité il y a 6 mois en Tunisie. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai animé une conférence là-bas, dans un endroit public. À la fin de la conférence, mais ce sont des pierres qui ont volé en éclats partout, depuis l'extérieur. Donc, il y a un certain racisme qui ne dit pas son nom. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas accuser tous les Tunisiens. Mais ce sont les Tunisiens qui ont élu le président de la République dans leur majorité. C'est pour cela que c'est très dangereux la fonction de président de la République. J'ai écrit un livre là-dessus, mon tout dernier livre. Qui est le président de la République? C'est quoi un président de la République? Il incarne toute la nation. Donc si les Tunisiens ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, mais c'est aux Tunisiens de se lever pour dire à leur président, monsieur le président, vous avez élu, mais c'est pas pour cela. Les Africains subsahariens sont nos frères. On ne peut pas accepter. Moi, je veux voir la population tunisienne marcher dans les rues de Tunisie pour dire non à leur président de la République. Ça ne se fait pas. Donc, vous pensez que le président tunisien est en train d'instrumentaliser le peuple tunisien? Mais exactement. Vous savez combien de Tunisiens il y a en Côte d'Ivoire? Vous savez les hommes d'affaires qui arrivent ici en Tunisie, chez moi, et chez vous, que ce soit au Togo ou au Bénin? L'Afrique est une. Et nous sommes un. Il n'y a que peut-être la couleur de peau parce qu'ils sont maghrébins, c'est tout, mais nous sommes les mêmes. Et nous sommes sur le même continent. Comment se fait-il qu'un président peut entamer une telle tuerie contre d'autres Africains? Mais je comprends aisément pourquoi on vendait les Africains en Libye. C'est un caractère qui est choquant. Et donc aujourd'hui, le président tunisien nous ouvre les yeux et nous dit attention. Nous nous proclamons tous africains, mais attention, il y en a qui sont peut-être différents de peau, qui se croient différents des autres. Et je crois que l'ONU, même, c'est trop loin l'ONU. L'Union africaine devait mettre sur la table la question de l'unité de l'Afrique. Il faut qu'on repense un peu notre concept d'unité de l'Afrique. Est-ce que nous sommes vraiment unis? Est-ce que nous sommes tous africains? On peut être arabo, musulman, chrétien et tout, mais est-ce qu'on est tous africains?
Si on est tous africains, il faut qu'on se comporte en africain. Ce que là montre le président Sayed, ça ne ressemble pas à l'africain. Tout à fait. Ça ne ressemble pas à l'Afrique. Docteur Boga Sako, vous avez évoqué tout à l'heure l'Union africaine. Justement, samedi 25 février dernier, l'Union africaine, à travers un communiqué, a dénoncé ces propos racistes du président tunisien Kais Saïed. Et l'Union africaine a appelé ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux et à caractère raciste susceptible de nuire aux personnes. Alors, on dira-t-on très bonne sortie de l'Union africaine, mais certains Africains estiment que les chefs d'État africains doivent aller au-delà d'une simple dénonciation. En quoi faisant, selon vous, Dr Boga Sako? Je n'ai pas envie de dire merci à l'Union africaine, mais tout de même, elle a fait un pas. Même si ce pas est timide. Je veux dire aujourd'hui aux autorités de l'Union africaine que ce n'est pas moi qui ai inventé la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut que je la cite en ses articles 4 et 5 pour que tous ceux qui nous écoutent sachent très bien les obligations qui incombent à l'Union africaine à travers ses premiers responsables et donc au chef d'État de l'Afrique. L'article 4 dit « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. » L'article 4 lui seul me suffit. C'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est-à-dire que ce n'est pas une charte européenne, ce n'est pas une charte japonaise, non. C'est la Charte africaine, un texte que les chefs d'État africains se sont assis, ont écrit et ont signé. Et la plupart des États africains ont ratifié ce texte-là, article 4, qui nous dit. Cela veut dire quoi? Pourquoi je cite ce texte? Souvent, j'entends les gens dire « Oh oui, mais les populations qui sont traquées là, ce sont celles qui n'ont pas de papiers, etc. » Le texte que je viens de lire là dit que tu sois légalement installé en Tunisie, que tu sois frauduleusement installé en Tunisie, tant que tu es un être humain, ta personne humaine est inviolable. Et que tout être humain a droit au respect de sa vie. Les gens qu'on tue là-bas aujourd'hui, parce qu'elles sont sans papier, est-ce que vous pensez que c'est normal? Non, c'est une violation gravissime. Docteur Boga Sako, il y a environ 6 mois ou 7 mois, on s'indignait contre cette manière de traiter les Africains je pense que c'était à la frontière de l'Espagne, hein, Melilla. Hein. Exact. Et on a mis l'Espagne au banc des accusés. Aujourd'hui, nous mettons la Tunisie au banc des accusés. La Tunisie dépasse les bornes. Et c'est pour cela que, par rapport à l'Union africaine, oui, elle a fait un pas en parlant, en dénonçant, mais timidement. Cher ami, lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, l'Union africaine prend des mesures parce que c'est inscrit dans ces textes. Mais ça, c'est le lieu aujourd'hui de réfléchir. Un chef d'État qui prononce des propos racistes, exclusionnistes, xénophobes, qu'est-ce qui est prévu pour lui? Alors, est-ce qu'on peut comparer cela à un coup d'État? Parce que le coup d'État, c'est un changement d'ordre gouvernemental, peut-être violent, parfois, mais parce qu'il y a des coups d'État qui se font sans effusion de sang. Il y a des coups d'État qui se font sans effusion de sang. Donc, si vous prenez des mesures pour blâmer des pays parce qu'ils auraient subi un coup d'État, mais il faut prendre des mesures encore plus draconiennes vis-à-vis des chefs d'État qui prononcent des propos racistes et qui appellent à la chasse aux sorcières, aux étrangers. Il est plus dangereux qu'un putschiste qui fait un coup d'État sans effusion de sang et qui prend seulement le pouvoir, qui n'a pas tué un seul individu. Mais là, on pousse, je vous assure, quand mon représentant de la Tunisie vous raconte ce que les gens vivent, ils sont terrés dans les chambres. Ils ne peuvent pas sortir. Et parfois, les populations, les agresseurs, là, ils rentrent dans les domiciles et on extermine toute la famille. Vous savez comment tout est parti? Puisque nos auditeurs nous suivent, je le sais, alors je vais le raconter. Allez-y, allez-y. C'est une dame d'origine ivoirienne qui se trouve en Tunisie avec son époux, qui a un petit maquis dans une ville tunisienne, dans lequel les gens viennent manger, les petites personnes qui n'ont pas de grands moyens viennent se restaurer. Mais il se trouve que parmi le lot des immigrés en Tunisie, il y a des gens qui sont venus par le désert. Et il y en a qui sont venus même par la Libye et tous ces gens-là. Ils ont atterri dans le restaurant de la dame
Ils se sont restaurés, mais ils ont vu que la dame n'était qu'avec son mari. Ils les ont attachés, ils ont tué la dame et le mari devant un enfant de moins d'1 an. Et ça s'est passé quand déjà? Ça s'est passé quand exactement? Il y a seulement, juste avant que l'État tunisien ne prenne la mesure de ce que donc, ça a moins de 2 semaines. Je vous explique des choses de moins de 2 semaines. À partir de là, les autorités tunisiennes qui, depuis longtemps, cherchaient à régler la question de l'immigration, sans trouver comment y procéder. Parce que tenez-vous bien, pour y avoir été, je sais très bien que la Tunisie a un principe qui est établi, c'est que vous rentrez dans le pays, vous avez 3 mois pour vivre et pour ressortir du pays. Si vous n'êtes pas ressorti, à partir du 3e mois, dès la fin du 3e mois, vous subissez chaque mois ce qu'on appelle une pénalité. Donc si vous vous retrouvez en Tunisie, sans papier, en ayant vécu en Tunisie pendant, comment dirais-je, en ayant vécu en Tunisie sur une période d'environ 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous êtes frappé par une pénalité. Et la pénalité s'accroît de mois en mois. Du coup, au bout de 2 ans, vous n'êtes plus sans papier, vous n'avez pas de bon travail, vous n'avez pas pu aller en Europe, parce que généralement, les gens veulent transiter pour aller en Europe. Et puis, vous voulez retourner dans votre pays, que ce soit au Togo, au Bénin ou à Côte d'Ivoire, à l'aéroport, on vous dit, monsieur, vous devez 2 millions de francs CFA. Vous n'avez pas les 2 millions, vous êtes bloqué en Tunisie. Moi, j'appelle ça une prise en otage. Donc, ils sont nombreux, tous nos compatriotes. Moi, quand j'y ai été il y a 6 mois, ils plaidaient auprès de moi, docteur, dites à nos autorités, on veut partir, mais qu'on nous enlève la pénalité. On ne veut même plus aller en Europe, on veut retourner dans notre pays. On est ici, on n'a pas de travail. Mais on est pris en otage, on ne peut pas repartir. Voilà ce que vivent les populations. Donc, si l'État tunisien veut se débarrasser des étrangers subsahariens, africains subsahariens, mais vous organisez des charters, vous laissez tomber la pénalité et puis les gens rentrent chez eux. Mais vous les bloquez. Ça veut dire que c'est devenu un fonds de commerce. Donc, cher ami, et on les livre à la vindicte populaire. S'il faut qu'on le dise. Hein. Exactement, on les livre à la vindicte populaire. Et même mieux, vous les poussez à prendre la mer. Puisque le monsieur se dit, mais on me dit que je dois 2 millions. Mais les 2 millions là, si je les ai, je vais payer un passeur pour aller tenter ma chance sur la mer. Voilà ce qui explique que beaucoup passent par la Tunisie pour aller mourir en mer. À la vérité, j'ai étudié ce phénomène, je l'ai analysé. Et quand je suis arrivé, j'ai dressé un rapport que j'ai déposé aux autorités ivoiriennes. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Donc voilà un peu. Et c'est pour cela que je dis à l'Union africaine, pour retomber sur la question que vous avez posée, la question fondamentale, l'Union africaine, là, doit aussi le ton. À un moment donné, si nous sommes en Union africaine, s'il y a un chef d'État qui prononce de tels propos, tels que nous le voyons là, j'allais dire, il sape les fondements de l'unité africaine, de l'Union africaine. Pour cela, il faut le mettre en quarantaine. D'accord. Immédiatement. D'accord. Alors, Dr Bouga Sako, oui, on comprend parfaitement votre réaction, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi beaucoup d'Africains pensent que cette dénonciation de l'Union africaine, l'Union africaine peut aller au-delà de cette dénonciation. Il y a aussi une grande responsabilité des chefs d'État africains. Vous avez rencontré il y a environ 6-7 mois en Tunisie des compatriotes ivoiriens et d'autres Africains également de l'Afrique subsaharienne. Vous avez raconté tout à l'heure ce qu'on fait, mais ce que subissent les Africains subsahariens en Tunisie, c'est vraiment déplorable. Alors, que doit faire concrètement les chefs d'État, notamment Ouattara? Vous êtes ivoirien. Est-ce que le président Ouattara réagit? Alors, cette question m'amène à vous dire brièvement ce que la FIDOP a fait. Parce que mes compatriotes sont en Tunisie, ils crient au secours et j'ai la chance d'avoir chaque jour, chaque minute, l'évolution de la situation. D'abord, on a sorti une déclaration dans laquelle nous avons interpellé l'État ivoirien. On a lancé un appel en disant la situation est grave, il faut prendre la mesure de la situation. Mais on ne s'est pas arrêté là. Tellement la situation est alarmante, j'ai mobilisé deux ou trois collaborateurs, nous nous sommes levés et je me suis rendu au ministère des Affaires étrangères sans prendre rendez-vous. Parce que nous sommes là, nous responsables. Si vous voulez qu'un ministre vous reçoive, demandez une audience. Mais je n'ai pas eu le temps. Les gens meurent.
Vous voulez que je respecte les codes? Non. Donc, on s'est rendu à l'ambassade, au ministère des Affaires étrangères. La ministre étant absente, la ministre d'État Kandia Camara, j'ai été reçu par son directeur du cabinet, à qui j'ai exposé la situation dans les détails. Immédiatement, il a pris toutes les mesures, il a pris toutes les informations et il m'a assuré que après notre départ, c'était en matinée, il allait joindre l'ambassade pour voir quel est l'état de la situation. Dès le lendemain de cette visite, qui ne date que d'une semaine, l'État de Côte d'Ivoire a sorti un communiqué via l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie. Dans ce communiqué, ils ont demandé à tous les ressortissants ivoiriens qui souhaiteraient rentrer en Côte d'Ivoire d'aller s'inscrire à l'ambassade. Voilà. Donc, il y a, dans les 2 jours qui ont suivi, près de 600 personnes. Aujourd'hui, où nous parlons, il y a environ 650 personnes qui sont inscrites sur les listes. Et au moment où nous faisons cette émission, chaque mercredi, il y a Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Le dernier Conseil des ministres a sorti un communiqué dans lequel il est dit que l'État dégage environ un peu plus d'1 milliard pour rapatrier vers la Côte d'Ivoire 500 Ivoiriens qui se sont inscrits. C'est le rapatriement volontaire parce que dans tout ce qui se passe, il y en a qui se trouvent en Tunisie de façon confortable. On a des étudiants qui sont en situation régulière, même si leur vie est en danger. Parce que le monsieur qui te trouve dehors, dans un restaurant, il ne cherche pas à savoir si tu es étudiant ou pas. Puisqu'il a dans son esprit la chasse au noir. Donc, que tu sois étudiant ou pas, il peut te tomber là-dessus. Donc, l'argument... C'est très grave. C'est très grave ce qui se passe actuellement en Tunisie. C'est très grave. On mélange tout le monde. Exact. Exact. Donc, l'argument de il faut être régulier, hein, ce sont ceux qui ne sont pas réguliers. Non, le monsieur qui vous trouve dans la rue, il n'a pas besoin de vous demander vos papiers. Lui, c'est un malfrat, c'est un badaud. Il tombe sur vous, il vous massacre. Et avant qu'on ne se rende compte que vous aviez vos papiers, que vous étiez en situation irrégulière, votre vie est déjà partie. Donc, il faut faire la part des choses. Ce qui se passe, ce n'est pas bien, il faut le condamner. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de rapatrier 500 migrants ivoiriens. C'est une très bonne chose. Et je voudrais profiter, cher ami Amos Sylvain, de votre micro, pour dire un grand merci à l'État de Côte d'Ivoire pour ce qui est déjà fait. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Parce que d'abord, les chiffres ne sont pas officiels. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas inscrits. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas allés s'inscrire. Et il y en a qui sont bloqués à l'intérieur du pays. Parce que, tenez-vous bien, l'ambassade, là, elle est située à Tunis. Et celui qui est à Sousse. Et celui qui est de l'autre côté là-bas, à l'intérieur de la Tunisie. Pour prendre un véhicule de transport en commun, tu es déjà fiché. Tu peux perdre la vie en quittant l'intérieur pour venir. Donc, l'État doit déployer davantage de moyens. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une équipe qui aille dans chaque ville de Tunisie pour recenser. Ne restons pas à l'ambassade et puis dire, venez vous inscrire à l'ambassade. Mais avant de quitter chez moi pour aller à l'ambassade, j'ai déjà perdu la vie. Voilà la réalité que traversent nos compatriotes. Elle est tellement grave, cette situation, que j'ai voulu la décrire grâce à votre micro. En tout cas, merci pour votre engagement, Dr Bogassako. Quelles leçons peuvent tirer les peuples africains, surtout de l'Afrique subsaharienne, depuis des millions d'années, ou bien des Africains sont la risée du monde entier, on nous tue, on nous massacre, mais on est là, on s'indigne, on ne s'organise pas. Et quelles leçons peuvent tirer maintenant face à cette situation, ce qui se passe en Tunisie? Quelles leçons peuvent-ils tirer les peuples africains, surtout de l'Afrique subsaharienne, Dr Bogassako? Moi, je pense que ce qui se passe en Tunisie, si c'était soutenu, je dis bien, si c'était soutenu, il parle au conditionnel, par le Maroc, par la Libye, par l'Algérie, pour ne citer que ces pays maghrébins-là, c'eût été extrêmement grave. Cela voudrait dire que nous avons l'obligation de remettre sur la table les rapports entre Africains et Africains. J'allais dire les rapports franco-africains. Les rapports entre les États africains, mais les rapports au sein de la communauté africaine. Moi, je pense que les pères fondateurs de l'Union africaine ont fait leur part. Ils ont créé un instrument. Il appartient aux contemporains, aux chefs d'État d'aujourd'hui, aux populations africaines d'aujourd'hui, de remettre en question, de remettre, j'allais dire,
à l'ordre du jour et de remettre à jour les accords qui nous lient, les fondamentaux de notre communauté. Ce qui se passe en Tunisie nous montre à la vérité que notre communauté n'est pas soudée, la communauté africaine, je veux dire. Et qu'il y a une partie de l'Afrique qui ne se sent pas vraiment africaine. Ça me fait penser au livre de ce compatriote camerounais qui est installé en France, qui dit « Je suis noir et je n'aime pas le manioc », c'est-à-dire « Je suis noir de peau, mais je ne suis pas africain. » quoi. Il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on s'interroge. Est-ce que nous sommes vraiment un? Est-ce que nous sommes dans un continent uni? Parce que ce qu'on voit là, ça brise l'unité africaine. Et c'est pour cela que j'en appelle aux populations. Moi, et je vous assure que si je ne voulais écouter que mon cœur, mais toute l'Afrique se serait levée pour marcher. Pour moi, tout à fait. Mais justement, pourquoi on ne le fait jamais? Pourquoi on ne le fait pas? Il faut avoir ce rapport de force-là. Oui, parce que où sont passés les panafricains d'ailleurs? Mais justement, je m'en allais citer le cas de George Floyd aux États-Unis lorsqu'il a été tué. Mais c'est une vague mondiale qui s'est émue pour dire mais non à ce racisme-là. Aujourd'hui, nous sommes africains. Moi, je m'attendais à ce qu'au Mali, il y ait une marche parce que ce sont tous les subsahariens, africains subsahariens qui sont attaqués. Moi, je m'attendais à des marches au Mali, des marches au Togo, des marches au Burkina Faso, des marches en Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a une organisation qui a décidé d'entamer un sitting devant l'ambassade. Ce sont des actions pacifiques et à encourager qui n'ont rien à voir avec... non, on ne fera jamais, on ne commettra jamais l'erreur de s'en prendre aux Tunisiens qui vivent dans nos pays subsahariens. Non, il faut qu'on envoie la leçon au président Sayed pour lui dire ce qu'il fait là, ce n'est pas africain. Donc, il faut que ce soit des marches pacifiques. Et ça, je lance l'appel à ceux qui veulent faire des marches. Il faut que ce soit des marches pacifiques, des marches en blanc, pour dire à ceux qui rejettent leurs propres frères africains qu'ils se trompent de combat. Notre combat aujourd'hui, c'est comment l'Afrique arrive à se prendre en charge, comment l'Afrique arrive à assumer son destin. C'est ça que chaque Africain doit chercher à atteindre. Et non venir voir ton propre frère africain comme une sorte de paria. Est-ce que vous savez combien d'argent les richissimes africains envoient en Tunisie du fait que la Tunisie a un plateau médical assez développé? La plupart de nos chefs d'État, la plupart de nos personnes riches qui ne veulent pas aller en Europe, mais vont en Tunisie. Et beaucoup de familles, je vous signale aussi, parce que comme j'ai été là-bas, je suis bien informé, il y a beaucoup de familles qui se sont établies en Tunisie parce qu'elles ont accompagné un grand malade. Quelqu'un qui est malade, qui a le cancer et qui est traité en Tunisie. Et du coup, ces gens se disent, bon, au moins si on est en Tunisie, on est proche du médecin. Donc, l'épouse s'en va, le fils s'en va, etc. Et parfois, il peut se trouver parmi ces gens-là sans papier. Donc, vous venez pour alimenter la caisse économique tunisienne et en même temps, on vous traque pour vous chasser, pour vous tuer. C'est abominable. En tout cas, exactement. En tout cas, une dernière question par rapport à ce qui s'est passé, hein, mais ce qui se passe actuellement en Tunisie par rapport bon, dira-t-on que on sait quand même toute une population africaine, subsaharienne, hein, le président a essayé de monter les Tunisiens contre ces Africains subsahariens, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait pas qui est en situation régulière ou irrégulière, donc tout Africain, donc on chasse aux sorcières, on dira-t-on, donc est-ce que vous avez moi à l'endroit des chefs d'État africains de l'Afrique subsaharienne, puisque à l'entame de cette émission, des Africains nous ont dit, mais c'est aussi la faute à nos chefs d'État africains, hein, qui n'ont pas su gérer le pays. C'est pour ça que les gens fuient pour aller trouver une vie meilleure ailleurs, notamment en Tunisie. Oui, je n'abonderai pas dans ce sens parce que ce serait dédouaner le président tunisien. Je veux dire, cher ami, le fait, aujourd'hui, vous vivez en Suisse, vous êtes un bon Africain, un bon Togolais, mais vous vivez en Suisse parce qu'il y a des lois, il y a des règles. Donc, l'attitude du président tunisien n'est pas excusable. C'est vrai, parce que en tant que militant des droits de l'homme, je suis bien placé pour savoir que la liberté de circulation est un droit fondamental des droits de l'homme. Je peux être ivoirien et puis dire que la Côte d'Ivoire soit riche ou pas, je voudrais bien aller vivre au Maroc. C'est ça les droits de l'homme. Nous sommes tous sur une planète pour un temps.
on est libre de s'établir où on veut. C'est pour ça que nous en voulons aux Occidentaux lorsqu'ils nous rendent leur visa, mais j'allais dire comme si c'était le permis pour aller au paradis. En Europe, ce n'est pas le paradis. En Suisse, il y a des chômeurs. En France, il y a des chômeurs. Donc, le principe, c'est que chacun est libre de voyager. Le principe, c'est que chacun est libre de s'établir partout sur la planète où il veut, en respectant naturellement les lois de chaque pays. Ce que nous disons, c'est que oui, la responsabilité des chefs d'État, moi, c'est là où je la vois, c'est que lorsque vous avez un d'entre vous, chef d'État, qui se comporte de la sorte, si vous n'avez pas le courage de l'interpeller publiquement, c'est que quelque part vous aurez échoué. Parce que pendant que lui, il pourchasse vos compatriotes, dans vos propres pays, là, il y a ces compatriotes qui sont chez vous. Je vais répéter. Lorsque les présidents ghanéens, burkinabés, maliens, ivoiriens, tous ces gens-là se retrouvent au cours d'une réunion de l'Union africaine, le président Sayed de la Tunisie pourchasse vos compatriotes. Il est fait tuer même par certains de ses compatriotes qui obéissent à son mot d'ordre. Mais pendant ce temps, chez vous, dans vos propres pays, individuellement, il y a certains ressortissants chez vous. Mais Dr Bogasako, le président tunisien l'a dit, hein, il a dit que l'objectif, c'est qu'à travers ces vagues successives d'immigration irrégulière, on cherche à transformer la Tunisie en un pays purement africain qui n'appartiendrait plus au monde arabo-musulman. Lui, il a peur, je pense qu'il est conservateur. Mais ça passe même pas, cet argument-là. Ça passe pas, et c'est pour ça que je dis, mais il aurait pu. Moi, j'aurais été heureux de savoir que le président tunisien a adressé une correspondance à l'Union africaine, ou bien à tous les chefs d'État, parce qu'il connaît les statistiques. Il sait plus ou moins quelle est la majorité des ressortissants étrangers sans papier qui sont chez lui. Il écrit, s'il est courageux, il écrit à chaque chef d'État. Dans mon pays, il y a 600 ressortissants burkinabés, ou bien il y a 2000, ou bien il y a 3000, ou bien il y a 10 000 Ivoiriens qui sont chez moi. Je considère qu'ils sont, et puis en plus ils sont sans papier. Monsieur le président ivoirien, je vous interpelle. Ça fait plus responsable. Mais les livrer à la vindicte populaire pour qu'ils soient massacrés et tués, et vous voulez que moi je trouve une excuse à un tel président? Je dis non. Il n'a aucune excuse. La démarche est viciée, elle est criminelle. Parce que le discours qu'il a tenu, un chef d'État ne le tient pas. Un président de la République ne fait pas ça. Il ne dit pas ça pour dire comme l'autre qui a écrit sur François Hollande en France. D'accord. On ne fait pas ça. D'accord. C'est pour cela que je condamne cela. D'accord. On va continuer ce débat exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes un grand panafricain. D'ailleurs, on va continuer avec vous, avec la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Mais bien avant cela, est-ce que vous avez un message particulier au peuple tunisien et au peuple africain subsaharien face à cette situation? Je veux dire au peuple tunisien, un président de la République peut se tromper, mais le peuple tout entier ne peut pas se tromper. Il y a des Ivoiriens qui sont mariés à des Tunisiennes, ici en Côte d'Ivoire, et même là-bas aussi. Il y a des Tunisiens qui sont partout dans le monde, qui sont ouverts, des hommes d'affaires, des professeurs d'université, des médecins. Le monde est un. Nous sommes tous de passage. Nous sommes j'allais dire, nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Je veux dire au peuple tunisien de se lever et pour dire au président Sayed que ce n'est pas la voie à suivre. En allant massacrer vos compatriotes africains, vous vous rendez tous criminels. Un peuple ne doit pas se comporter ainsi. Et vous mettez même en danger vos représentants, vos ressortissants qui sont dans nos pays africains, dans les autres pays africains. Il faut éviter cela. Donc mon message au peuple tunisien, c'est que les violences, les chasses aux sorcières doivent cesser. Il faut que cela cesse parce que ce n'est pas une bonne image d'un peuple frère. Le président Sayed est de passage. Tout président de la République à la tête d'un pays est de passage. Le pays reste, les populations restent, mais les hommes passent. Donc je voudrais que le peuple tunisien se désolidarise de l'attitude du président Sayed. Nul ne peut venir prendre la Tunisie aux Tunisiens. C'est une utopie. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, on l'avait même pensé, ah oui, non, nous on a 30% d'étrangers. On est l'un des rares pays au monde qui avons un tel taux. Et puis, c'est l'hospitalité qui est entrée dans notre nature. Personne ne peut nous l'enlever. Et c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Donc le président Sayed devrait pouvoir être désavoué par son peuple. Non pas en cassant, en brûlant, mais
en refusant d'aller s'en prendre aux populations noires. Et je veux dire à toutes les populations d'Afrique, nous sommes un, nous sommes solidaires. Les Tunisiens qui sont établis dans nos pays, tant qu'ils respectent les règles et les lois de nos pays, sont les bienvenus chez nous. En Côte d'Ivoire, il y a des Tunisiens hommes d'affaires prospères, mais nous les respectons parce que nous sommes un pays ouvert. C'est une leçon que nous envoyons aux Tunisiens. Et je dis. Tout à fait. En tout cas, merci, Dr Boga Sako. Maintenant, on va parler de la Côte d'Ivoire. Le pays également, dira-t-on, où on peut parler du bon vivre, du panafricanisme et en même temps d'une démocratie qui peine également à s'installer comme il faut. Pulseric Balé, vous la connaissez très bien, une figure emblématique de la société civile ivoirienne, arrêtée et libérée il y a quelques semaines. Alors vous-même, vous avez fait 10 ans, si je compte bien, en exil avant de décider de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes aussi placé sous contrôle judiciaire. Dr Boga Sako, quelle est la situation actuelle sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Merci. C'est toujours une bonne occasion de parler des droits de l'homme. C'est ma passion et c'est toute ma vie. Les droits de l'homme ne sont pas respectés comme il se devrait en Côte d'Ivoire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La situation avait atteint son paroxysme. La situation des violations des droits de l'homme, je veux dire, avait atteint son paroxysme en 2002 et surtout en 2010, des moments carrefour, des repères carrefour de violations des plus criantes des droits de l'homme dans notre pays. Parce que n'oublions pas, j'allais dire même, on commencerait en 2000, puisque en 99, le 24 décembre, on a connu un coup d'État. Et puis en 2002, là où on ne s'attendait pas du tout, une rébellion est née. Je rappelle cela. Et puis ensuite, en 2010-2011, on a connu la pire période de violation des droits de l'homme, avec le massacre des populations. On nous parle de 3000 morts en 2010-2011, la guerre ou la crise de 2010-2011, la crise post-électorale. Mais à la vérité, on en est au bas mot entre 5000, pour ne pas dire, on avoisine même peut-être les 10 000. C'est un cauchemar. Donc aujourd'hui, en sortant de cette situation, on se dit, si je veux comparer à ces périodes-là, oui, aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. D'abord au niveau institutionnel. Quand vous prenez la constitution actuelle du 8 novembre 2016, une constitution que moi-même, je n'ai pas votée parce que j'étais en exil, on était tous braqués contre cette constitution. Il y a des points de recul. Hein. En matière des droits de l'homme, il y a des points de recul. Je peux en citer un ou deux. Par exemple, lorsque le président de la République peut être en même temps président d'un parti politique, en matière des droits de l'homme et de respect de l'état de droit ou de la démocratie, ce n'est pas vraiment une avancée. Pour ne citer que cet exemple-là. Mais à côté de cela, j'aimerais vous dire que cette constitution, mais quand vous la parcourez, comparée à celle de 2000, on a évolué en matière de droits de l'homme. Les droits de la femme, les droits des jeunes, tous les droits ont connu un bond dans cette nouvelle constitution. Donc oui, je peux dire qu'on a évolué, c'est bien. Mais en même temps qu'au niveau institutionnel, la constitution nous permet d'évoluer en matière des droits de l'homme, mais qu'en est-il de la pratique? Chers amis, je peux vous dire que dans la pratique, on n'a pas évolué malheureusement. On n'a pas évolué dans la pratique. Aujourd'hui, ce que je note, c'est qu'il y a une sorte de combinaison entre les trois pouvoirs dans mon pays. Oh, je suis un peu à l'aise et puis un peu embêté parce que je suis placé sous contrôle judiciaire, donc je n'évoquerai pas la question du troisième mandat que nous avons tous décrié et condamné à l'époque. Et ça, bon, on ne peut pas m'enlever cela, je suis un militant des droits de l'homme, il y a des principes. Mais ce qui fait le plus de tort à mon pays, c'est qu'il y a une sorte de cumul. Il y a une sorte de cumul des trois pouvoirs. Voilà, il y a une sorte de cumul des trois pouvoirs, en ce sens que le pouvoir exécutif, qui est détenu par le président de la République, a tendance à empiéter, à écraser les deux autres pouvoirs. Le pouvoir législatif, il ne marche que selon la volonté du président de la République, puisqu'il est majoritaire totalement à l'Assemblée nationale. Mais le plus grave, c'est le pouvoir judiciaire qui a tendance à s'aligner aussi sur l'exécutif. Les chasses aux sorcières, les poursuites judiciaires intempestives, les condamnations abusives. Et je peux le dire, des gens sont condamnés à 20 ans,
Parfois, au profit de la justice, on instrumentalise la justice pour régler des comptes politiques. Je ne trouve pas ça bien. Moi, un militant des droits de l'homme comme moi, je suis passé sous contrôle judiciaire. Vous me parlez de Chéri Balé, elle a été arrêtée récemment, elle a fait la seconde fois la prison. Nous l'avons dénoncée parce que nous avons une loi, la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des droits de l'homme. Une loi qui a été votée par M. Ouattara et promulguée par M. Ouattara le 20 juin 2014. Cette loi-là dit que tous les défenseurs des droits de l'homme sont protégés. On ne doit pas les traquer, on ne doit pas les poursuivre, on ne doit pas les emprisonner, etc. Sauf, bon, en cas de flagrant délit. Mais malgré cela, Picheri vient de sortir de prison. Et peut-être pour la museler, on la place sous contrôle judiciaire. Ce qui a été aussi mon cas. Et souvent, les compatriotes qui m'en veulent, ils sont à l'extérieur. Ah, docteur Bouga parle plus trop bien, on ne l'entend plus. Il était fougueux quand il était à l'extérieur. Mais attendez, je suis sur le terrain. Et quand vous êtes un leader et que vous voulez réussir votre mission, il faut tenir compte du contexte. Est-ce que vous pensez qu'on serait tous gagnants si on était tous en prison? Moi, je suis venu, j'ai participé au dialogue politique. Grâce au dialogue politique, M. Blé Goudé a pu rentrer. Parce que nous l'avons demandé à M. Ouattara au dialogue politique. Il a obtenu son passeport, il est rentré. Grâce au dialogue politique, M. Laurent Gbagbo a pu avoir sa rente viagère que M. Ouattara ne voulait pas lui donner. C'est le dialogue politique. Grâce au dialogue politique, le PPACI, le président Gbagbo, est rentré aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Donc parfois, en tant que leader d'opinion, on se dit il faut savoir adapter le combat à la réalité. D'accord. Parce que ce que j'ai noté, et je vais sortir par là, ce que j'ai noté avec le pouvoir Ouattara, si vous voulez lui montrer que vous êtes violent, il vous montre 2 fois plus. Et comme nous aimons notre pays, comme on aime nos compatriotes, on ne veut pas les voir mourir, soyons intelligents. Et je dis. Tout à fait, puisque actuellement, tous ces dictateurs ont un rapport de force, justement, qu'est la force brute, justement. C'est la même situation au Togo, tout comme dans beaucoup de pays en Afrique également. Alors, Dr Boga Sako, maintenant, on va parler de mobilisation. Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'Ivoiriens, que la gauche ivoirienne puisse à nouveau revenir au devant de la lutte politique? Le PPAC de Laurent Gbagbo, justement, doit faire violence et créer les conditions d'une réconciliation pour un rassemblement de toute la gauche du FPI, David Nguessan, également avec le mouvement de Mme Simone Gbagbo, en passant par le COGEP du ministre Blé Goudé. Votre question me fait sourire, cher ami. Justement, pourquoi? Elle me fait sourire parce que elle me fait rappeler un peu les attaques inutiles. En fait, c'est ça qui a manqué. C'est ce qui a manqué dans mon pays avec le retour du président Gbagbo. Voilà. En tant que militant des droits de l'homme, société civile, généralement, nous avons des idées de gauche. Nous aimons la démocratie, la liberté d'expression. On n'aime pas un pouvoir qui nous muselle, un pouvoir qui refuse qu'on parle. Alors, on aimerait faire des marches encadrées par la police. C'est ça un état de droit. Ça manque dans mon pays. Donc, on se ressemble un peu avec les grandes idées de gauche. Mais malheureusement, le retour du président Laurent Gbagbo a, plutôt que de rassembler la gauche, a émietté la gauche. Hélas. Quand je parle comme ça, au lieu de faire preuve de grandeur d'esprit et d'humilité pour comprendre que ce sont des réalités qui peuvent révolter quelqu'un qui a sacrifié 10 ans de sa vie et de sa carrière à défendre l'ex-président, on va vous attaquer. On dit non, vous êtes acheté. Non, cher ami, dès qu'on retourne, le président rentre de prison et donc et d'exil de Bruxelles, mais il faut à Abidjan. Bon, Afi Nguessan est jeté dehors. Simone Gbagbo, j'étais dehors. Blé Goudé, j'étais dehors, etc. Mais vous gagnez quoi face à M. Ouattara? Mais vous rendez M. Ouattara fort. Parce que lui, il consolide ses acquis. Et puis même, il va même piocher dans le PDCI RDA du président Henri Konan Bédié. À partir de ce moment-là, comment vous faites pour renverser la vapeur? Et moi, je tiens à rappeler à ceux qui ne connaissent pas la réalité ivoirienne, lorsque le président Laurent Gbagbo était même président de la République, pour aller au second tour de l'élection en 2010, donc il a été élu en 2000, à cause de la rébellion, il est resté au pouvoir jusqu'en 2010. Quand il postule pour être candidat pour le deuxième mandat, il crée la LMP. Il crée la LMP, la majorité présidentielle. Parce que son seul parti politique, FPI, ne pouvait pas suffire pour qu'il gagne. Pour s'assurer une victoire, il crée une coalition dans laquelle des petits partis politiques viennent le rejoindre pour gagner. Alors, maintenant où il n'est pas au pouvoir,
Maintenant où il est dans l'opposition, comment il peut gagner avec le PPACI seul? Ah, on me parle d'une coalition avec le PDCI-RDA. Mais le PDCI donne une partie de ses militants au RHDP. Il va donner une partie de ses militants au PPACI. C'est pas vrai. Le plus grand gagnant, peut-être, c'est le PDCI-RDA. Donc, la question que vous posez est tellement essentielle. Et là, je fais une analyse d'analyste politique. Parce qu'en tant que militant des droits de l'homme, j'ai la liberté d'expression et je vois. Donc, je peux parler aisément, sans parti pris. La gauche, pour qu'elle revienne au pouvoir, ça va être difficile dans ces conditions. Pourvu que le PPACI, avec le président Laurent Gbagbo, fasse preuve de hauteur d'esprit et qu'elle crée des conditions. Parce que tel que je regarde sur le terrain, les discours sont assez durs vis-à-vis de M. Afid Dessan. Les discours sont durs vis-à-vis de Simone Babou. Les discours sont davantage durs vis-à-vis de Blé Goudé qu'ils ne le sont vis-à-vis de Henri Konan Bédié. Or, Henri Konan Bédié est de droite. Henri Konan Bédié, fondamentalement, idéologiquement, est plus proche de M. Ouattara que de M. Gbagbo. Il ne faut pas se leurrer. Voilà un peu ce que je peux dire. Tout à fait. En tout cas, on dit c'est le wait and see, mais si les Ivoiriens veulent renverser Ouattara, donc on pense qu'il doit y avoir toujours une unité d'action. Donc je pense que c'est l'analyse que vous venez de faire. Donc chacun a ses responsabilités. Alors, Dr Boga Sako, vous êtes un grand panafricain. Nous tirons vers la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, je l'ai rappelé d'ailleurs. Alors, hier, c'était les autorités maliennes. Aujourd'hui, ce sont maintenant les Burkinabés. Quelle lecture faites-vous en tant que panafricain de la volonté grandissante des pays africains francophones de couper les coopérations militaires avec la France? Est-ce que ces pays cèdent-ils à des pressions populaires, pour ne pas dire populistes, ou est-ce plutôt une réelle réorientation de la politique africaine, Dr Boga Sako? J'ai répondu plus ou moins à cette question-là sur un plateau de télé ici à Abidjan, une chaîne de télé qui est très connue, NCI, pour ne pas les nommer, au cours d'un débat où on évoquait justement la question de la menace qu'avaient faite les trois États, Mali, Guinée et Burkina Faso. Les trois leaders s'étaient retrouvés et ils avaient menacé donc la CEDEAO de lever les sanctions, sinon, quelque part, ils allaient peut-être créer un État confédéré. Moi, je pense que la France a mal géré ses ex-colonies. Et aujourd'hui, elle va payer le prix cash. Tout ce que nous vivons là, c'est que quand vous avez colonisé des peuples, à un moment donné, quand ils ont atteint la maturité, il faut les respecter. La monnaie que nous avons, le franc CFA, on n'en veut plus. Oui, les experts vont nous dire, non, M. Ouattara d'ailleurs, voilà, ils vont nous dire non, ça garantit notre stabilité, mais ça nous choque cette monnaie. Et si nous devions être pauvres, parce que nous avons changé le franc CFA, mais attendez, de vous à moi, cher ami Sylvain Amos, la richesse de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a changé de monnaie, elle va disparaître. L'or, le diamant, le manganèse, le cacao, et ça va disparaître. Non, c'est une question de politique. Oui, on va avoir des partenaires, mais laissons la Côte d'Ivoire. Parce que tant que nous avons le franc CFA, la France croira qu'elle a la même mise sur notre économie. J'ai vécu pendant 10 ans en Italie. Quand je dis aux Italiens que dans mon pays, la monnaie, là, c'est une monnaie qui est fabriquée en France. Quand je leur dis que l'eau et l'électricité est gérée par Bouygues, mais ils sont choqués. Au fait qu'ils disent on est indépendant, oui ou non. Ça choque. Et en tant qu'Africain, en tant que cadre africain, intellectuel africain, je suis révolté vis-à-vis de cela. D'accord. Alors, justement, Dr Boga, je vais vous laisser continuer parce que ma question va vous aider beaucoup plus à développer ce que vous voulez dire. Parlant justement de la France, lundi dernier à l'Élysée, Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse et il a réuni la classe politique française et quelques propos d'Emmanuel Macron ont encore choqué ou encore fustigé certains Africains éclairés. Donc, Macron veut revoir la politique française avec l'Afrique, mais en même temps, il affirme être surpris et que les Africains accusent toujours la France d'être à l'origine de l'insécurité en Afrique. Et plus loin, Macron dit que les soldats français sont morts en Afrique en aidant les Africains à combattre le terrorisme et le djihadisme, etc. Quelle est votre réaction là-dessus? Monsieur Macron n'a pas de leçons à nous donner. Je suis désolé de parler sèchement. Nos ancêtres sont morts pour libérer la France. Monsieur Macron n'a pas de leçons à nous donner. Et d'ailleurs, non seulement ils ont été des anciens combattants, des tirailleurs sénégalais comme on les appelait, mais lorsqu'il est arrivé le moment de payer les arriérés, les pensions, nos compatriotes, nos Africains, les Africains ont été relayés comme des animaux.
il ne percevait même pas les mêmes droits que les combattants français. Donc il faut que M. Macron arrête. Tout ce que nous hier encore, quand il a commencé son mandat, il dit oui, en Afrique, on ne peut pas les gérer parce que les femmes font plus d'enfants. Il est toujours là de nous insulter. Il y en a marre à la fin. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut que la France se rende compte que l'Afrique a évolué. L'Afrique a eu des enfants, des intellectuels, des cadres, des gens qui ont pris conscience. Que nous sommes aujourd'hui là, on peut dire qu'en matière première, en sous-sol, on est plus riche même que la France. Et la France le sait. Le jour où la France va nous laisser être nous-mêmes, peut-être qu'en Europe, elle sera reléguée peut-être parmi la 10e ou la 15e puissance. Et en Italie, les gens le disaient, parce que la France ne fait pas franc jeu avec toute l'Union européenne, parce qu'elle a des colonies qui lui versent des dividendes injustifiés et parfois même non comptabilisés de façon officielle et légale. Donc moi, mon discours, c'est de dire, je ne suis pas putschiste et je ne suis pas d'accord avec le terrorisme, mais ce n'est pas la France qui va nous libérer. Donc si la France veut qu'elle se replie, moi dans mon pays aujourd'hui, l'armée française, excusez-moi, mais nous avons des généraux capables d'assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et la coopération ne veut pas dire que la France vient s'établir dans mon pays avec une armée. Et quand vous en parlez, la France vous indexe comme si... Mais écoutez, la France n'est pas le ciel. La France n'est pas le paradis. Voilà, elle nous a colonisés. Et la colonisation, on peut l'analyser intellectuellement. Elle a des aspects positifs, mais à 80 à 90%, elle a été néfaste pour nous. Parce que nos parents étaient des travailleurs forcés. Ils ont fait le travail forcé. Et donc, à un moment donné, si on veut prendre notre autonomie, c'est à la France de voir que si elle continue, c'est elle qui va perdre la face. La crise que mon pays a vécue en 2010-2011, où la France a bombardé mon pays, un pays souverain, ne me dites pas que c'était pour régler un conflit interne. Elle a violé les principes internationaux pour venir à côté de la force des casques bleus. La France a déployé son armée dans mon pays. Elle a tué des Ivoiriens dans mon pays. Alors, vous voyez, ça me rappelle un peu de mauvais souvenirs et je ne voudrais plus y revenir, mais c'est douloureux. Et moi, ce que je veux demander à la France aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce que nous avons, on veut une coopération tranquille et franche, équitable, égalitaire, respectueuse. Un contrat gagnant-gagnant. Des contrats gagnant-gagnant. Voilà, gagnant-gagnant. D'accord. Il ne faut pas que la France soit là et que ce soit elle qui tire tous les profits de nos pays. Voilà un peu ce que je pense de la question. Docteur Boga-Sako, dernière question également pour conclure cet entretien exclusif. Justement, la Russie, vous le savez très bien, est déterminée à s'implanter sur les plans économiques et politiques, et ceci durablement en Afrique. Mais on se pose la question, pourquoi ne le fait-elle pas État par État, au lieu de passer par l'entremise des Wagner? Cette implantation de la Russie doit-elle se faire nécessairement au détriment d'autres coopérations? Et que direz-vous également pour conclure cet entretien? Très bien. Moi, je veux dire que d'abord, certains nous disent oui, vous ne voulez pas de la France et puis vous ouvrez les bras à la Russie. Moi, je pense que si les Africains font la lecture selon laquelle la Russie serait meilleure à la France, les gens se trompent. Moi, je suis très carré là-dessus. Il ne s'agit pas de divorcer d'avec Solange pour aller épouser, comment dire, Joséphine. Vraiment, c'est tant que les deux sont ont la même philosophie. Non. L'avantage que nous avons, ne serait-ce que d'évoquer la Russie, l'avantage que les Africains ont d'évoquer la Russie, c'est que si vous voulez vous attaquer à votre ancien colonisateur, qui est une grande puissance, il faut au moins avoir l'assurance que vous avez le soutien d'une autre grande puissance. C'est comme ça que moi je vois les choses. Une sorte de géopolitique. Parce que la France, en sachant très bien que le Mali est adossé à la Russie, s'il n'y avait pas ce détail-là, peut-être qu'il y a longtemps que les putschistes ont été balayés par l'armée française, que ce soit au Mali, au Burkina ou en Guinée. Donc, si je comprends bien, tout est question de rapport de force. Mais évidemment, dès l'instant où la France sait que derrière ces ajustements de ces trois pays que je viens de citer, il y a la Russie, elle ne réfléchit pas deux fois. Si quelque temps les putschistes, excusez-moi du terme, mais c'est la réalité, disent à l'armée française de rentrer, très vite, le président Macron s'exécute. Mais en d'autres cieux, il y a de cela des années, le président qui a dit cela, le lendemain lui-même, on le retrouve, zigoué dans son palais. Mais aujourd'hui, avec le soutien
voilée derrière Wagner. Moi, je ne considérais pas les Wagner. Parce que l'État, récemment, vous avez appris que le ministre des Affaires étrangères russe a atterri au Mali. Ou au Burkina, si ma mémoire est bonne. Alors, ne me parlez pas de Wagner. Moi, je pense que c'est comment dire, une sorte d'impérialisme voilé. Donc, en résumé, la Russie ne sera pas meilleure à la France, mais elle a l'avantage de faire peur à la France et de dire à la France que vous devez respecter la souveraineté de ces pays. Si hier ils étaient avec vous, qu'ils disent qu'aujourd'hui ils ne veulent plus être avec vous, respectez leur volonté. Donc en gros, les Africains ne doivent pas attendre Messi alors. C'est nous-mêmes qui devons travailler. Ah oui, bien sûr. Vous pensez que c'est la Russie qui va nous apporter la libération? C'est nous-mêmes. Et puis il faut avoir des chefs d'État courageux. Oui, on pense qu'on a tellement d'avantages avec la France, mais c'est faux. C'est parce que hier, la France faisait et défaisait nos politiques. Parce que hier, la France installait et désinstallait nos chefs d'État, que la plupart étaient soumis à la France. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Ils aillent au Mali pour détrôner le président, ils ne peuvent pas, parce que les Maliens sont adossés à une autre grande puissance. Bref, j'aimerais conclure cette émission, comme vous m'avez demandé. Je voudrais remercier la radio Avoleté, basée donc en Suisse, pour cette émission. J'ai accepté de m'ouvrir à vous parce que ce qui se vit en Tunisie est choquant, est révoltant. En tant que militant des droits de l'homme, je l'ai dénoncé. Et puis, j'ai parlé un peu de la politique dans mon pays. Vous savez, on est obligé de faire avec le contexte dans lequel on vit. Hier, on a mené le combat, il y a eu des morts dans notre pays. Aujourd'hui, il faut adapter le discours, mais pourvu que la Côte d'Ivoire sorte de là et qu'elle aille de l'avant. Bientôt, on va avoir des élections. En tant que militants des droits de l'homme, nous sommes aux aguets. Pour qu'entre les trois grands, ils se décident. Soit les trois grands décident de compétir, en ce moment-là, on va encore peut-être revivre le même cauchemar de 2010-2011, ou alors les trois grands décident de se retirer. Et moi, personnellement, mon vœu, c'est qu'ils ont suffisamment servi la République qu'à un moment donné, ils acceptent de se retirer pour qu'une autre génération advienne. Parce que les trois grands, ils se haïssent tellement qu'ils sont prêts à tout pourvu qu'ils atteignent le pouvoir. Et ça nous a causé beaucoup de tort. Je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites en tant que panafricaniste et encourager l'Afrique à aller de l'avant. En tout cas, nous sommes prêts à aller de l'avant parce que telle est notre vocation. Merci beaucoup et vive la radio Avoleté et vive l'Afrique. Merci beaucoup à vous, Dr Boga Sako. On va également renchérir en disant, c'est Joseph Kizebou qui l'a dit, le Burkinabé, Nan Lara Ansara, ce qui veut dire, si nous nous couchons, nous sommes morts. Dr Boga Sako, je rappelle que vous êtes président fondateur de FIDO, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, et bonsoir. La lutte continue. Avoleté.